Nous savons à ce stade déclarer et initialiser un tableau de taille fixe et nous allons nous intéresser aux diverses manipulations classiques qu'on peut faire sur de tels tableaux. Et première manipulation, l'affichage. Donc imaginons par exemple que nous ayons déclaré et initialisé un tableau T1 de cette façon-là. Nous allons aboutir à la situation suivante en mémoire. Dans la variable T1, nous avons une référence, une adresse vers le tableau. Le tableau est initialisé ici de cette façon. Et supposons maintenant que je souhaite afficher le tableau en utilisant simplement une instruction telle que celle-ci. Donc, je passe à l'instruction system.out.println, le tableau T1 que je souhaite faire afficher. Ici, ce que je vais afficher, c'est le contenu de T1 qui se trouve être une référence. Et ceci va en fait se traduire par un affichage un peu étrange qui aura cette allure-là, quelque chose comme FE 252-35D, qui va correspondre en fait à quelque chose qui est une référence vers le tableau, quelque chose de pas très compréhensible. En réalité, ce que l'on souhaite faire, c'est plutôt faire afficher le contenu du tableau. Et pour ceci, eh bien, nous n'avons pas d'autre choix que de prévoir une boucle pour itérer sur chacun des éléments du tableau et les afficher un par un. Supposons que nous souhaitions faire afficher chacun des éléments d'un tableau. Imaginons que ce tableau ait au préalable été déclaré de cette façon. Il s'agit ici d'un tableau d'entier. Comment itérer sur un tel tableau pour afficher chacune des cases ici? Eh bien, nous disposons de deux solutions classiques. La première est ce que l'on appelle itération sur ensemble de valeurs, qui va s'écrire de cette façon. Donc, le mot réservé fort, et entre parenthèses, il faudra indiquer le type des valeurs du tableau, ce qui doit être évidemment du même type que ce que l'on a spécifié ici. Ensuite, nous devons donner un nom de variable qui va permettre de désigner une des cases du tableau. Et ensuite, après deux points, nous devons indiquer le tableau sur lequel nous voulons itérer. Ensuite, il suffit par exemple pour faire afficher la case courante d'écrire ce genre d'instruction. Donc en fait, Val va prendre tour à tour chacun des éléments du tableau et nous allons donc les afficher en séquence les uns après les autres au moyen de cette itération sur ensemble de valeurs. La solution encore plus classique consiste à utiliser un for tel que nous les connaissons jusqu'ici. Donc un for qui utilise un indice qui va se déplacer de 0 jusqu'à la taille du tableau. Ici, cette façon de spécifier la taille n'est pas bonne parce qu'elle est décorrélée du tableau lui-même. On a mis en dur la valeur 3. Donc, va se poser à nous la question de comment spécifier cette taille un peu plus proprement, et nous allons le voir plus tard. Et donc, on avance sur notre indice pour itérer sur chacune des cases du tableau, et nous accédons aux cases du tableau au moyen du mécanisme d'indexation. Pour résumer, si nous souhaitons itérer sur chacune des valeurs d'un tableau, nous disposons d'outils tels que les itérations sur ensemble de valeurs. Nous venons d'en voir un exemple concret juste précédemment. Nous pouvons également utiliser une itération for classique. À ce moment-là, se pose à nous le problème du calcul ou de comment retrouver la taille du tableau, ce que nous allons voir juste un petit peu plus loin. Il existe en réalité une troisième façon d'itérer sur un tableau, celle qui utilise la notion d'itérateur, mais cette notion n'est pas présentée dans le cadre de ce cours. Donc revenons à la question qui nous préoccupe pour les itérations classiques. Comment spécifier la taille d'un tableau de taille fixe? Comment retrouver cette taille? En Java, il est possible de connaître la taille d'un tableau à partir de son nom. Il faut pour cela avoir recours à une notation particulière. Cette notation est la suivante. Donc j'utilise le nom du tableau, suivi de points, suivi du mot réservé length. Un exemple concret, je déclare initialise un tableau score contenant 4 éléments. Si je veux faire afficher la taille du tableau, il me suffit d'avoir recours à la notation que je viens de décrire, donc nom du tableau, suivi de points, suivi de length, qui ici, bien évidemment, va afficher 4. Un exemple analogue ici, avec un tableau de booléen à 2 entrées. Il est important de noter ici que length va vous donner toujours le nombre possible d'éléments et que le remplissage effectif n'a pas d'importance. En clair, le fait que vous ayez explicitement mis des valeurs ou pas n'est pas pris en compte. Ici, un exemple concret. Donc ici, nous déclarons un tableau sans l'initialiser avec des valeurs concrètes, effectives, ni par une affectation de ce type, ni par l'affectation d'un tableau global avec un certain nombre d'éléments dedans.
Donc, je n'ai pas mis de valeur explicite à l'intérieur de mon tableau. Pourtant, si je fais afficher la longueur du tableau, je retrouve effectivement 2. Pourquoi? Parce qu'ici, au moment de la construction du tableau, je lui ai alloué une taille de 2, ce qui signifie que je vais avoir cette situation en mémoire. La variable score est une référence vers un tableau à 2 entrées. Et l'on sait que par défaut, ces entrées sont initialisées avec 0 pour des entiers. Donc effectivement, nous avons bel et bien affaire à un tableau de taille fixe contenant 2 entrées et length va nous donner cette taille. Donc, peu importe que nous ayons initialisé avec des valeurs explicites ou pas. Nous nous sommes intéressés à comment itérer sur l'ensemble des valeurs d'un tableau. Nous avons vu qu'il était possible de le faire avec une boucle for classique, ce qui nous a amené à discuter le problème du calcul de la taille d'un tableau. Mais avant de clore sur le chapitre des itérations, revenons un petit peu sur l'autre type d'itération, les boucles for permettant d'itérer sur un ensemble de valeurs. Donc, nous avons vu que ce genre de boucle for s'écrit ainsi, et nous pouvons constater aisément qu'il s'agit d'une façon très simple et très élégante d'itérer. Nous n'avons même pas ici à nous préoccuper de la taille du tableau. Cependant, il existe un certain nombre de limitations à cette boucle for que nous ne rencontrons pas avec l'itération classique et qui sont les suivantes que nous allons détailler maintenant. Première limitation, une itération sur ensemble de valeurs ne va pas nous permettre de modifier le contenu du tableau. Donc ici, si j'ai déclaré initialiser un tableau de cette façon et que je souhaite itérer sur ce tableau au moyen d'une itération sur ensemble de valeurs, le fait d'écrire quelque chose comme ceci ne va pas permettre de modifier le contenu du tableau. Donc je ne peux pas modifier le tableau en ayant recours à une notation de ce genre-là. Deuxième limitation, je ne peux parcourir qu'un seul tableau à la fois. Donc, je ne peux itérer que sur un seul tableau. Donc ici, une notation de ce type n'existe pas. Si on imagine qu'on aimerait, par exemple, itérer sur 2 tableaux en même temps par une notation de ce genre, pour, par exemple, comparer les valeurs du premier tableau avec les valeurs du deuxième tableau, ceci n'existe pas. Donc, nous ne pourrons pas, avec une itération sur ensemble de valeurs, procéder au parcours simultané de 2 tableaux. Troisième limitation, au travers de la variable val, je ne peux, avec une itération sur ensemble de valeurs, accéder qu'à un seul élément à la fois. Donc, par exemple, il ne va pas être possible de comparer un élément du tableau avec son suivant. Je ne peux accéder au travers de val qu'à un seul élément à la fois. Et enfin, dernière limitation, je ne peux itérer que d'un pas en avant seulement. Donc, si par exemple, j'imagine de pouvoir sauter de 2 en 2 dans le tableau, ceci n'est pas possible avec une itération sur ensemble de valeurs. À noter que les itérations classiques ne présentent aucune de ces limitations. Donc, il est possible de tout faire avec une itération for classique. Manipuler des tableaux exige de prendre un certain nombre de précautions. Il faut être attentif à un certain nombre d'aspects pour ne pas causer des erreurs soit à la compilation, soit à l'exécution du programme. Les erreurs que l'on va pouvoir rencontrer en débutant avec les tableaux sont des erreurs sur les indices ou des erreurs d'accès avant la construction du tableau. Il existe d'autres types d'erreurs qui sont liées à l'aspect programmation orientée objet et qui seront présentées dans un cours prochain sur l'orienté objet en Java. Concernant les problèmes d'indices, il y a 2 choses à respecter. La première est que l'indice d'un tableau doit impérativement être de type int, il s'agit d'un entier, et il faut absolument respecter les bornes du tableau, lesquelles sont comprises entre 0 et t-1, où t est la taille du tableau. Ici, je déclare et construis un tableau de taille 250. Je commets une première erreur ici en essayant d'utiliser un indice qui n'est pas de type int. Donc, erreur sur le type de l'indice. Je commets une deuxième erreur ici en essayant d'utiliser un indice qui est en dehors des limites possibles, des bornes possibles pour le tableau. Donc, une erreur sur la borne. Également, une erreur sur la borne ici. Nous savons qu'un tableau de 250 éléments a des indices compris entre 0 et 249. Si j'utilise l'indice 250, je déborde, je ne suis pas dans les bornes licites, et dans ce cas-là, j'ai également une erreur de borne. Donc, à noter que le premier type d'erreur est une erreur qui va être détectable par le compilateur, donc au moment où je compile le programme. Par contre, les autres erreurs sont des erreurs qui ne se verront qu'au moment de l'exécution du programme. Évidemment, dans la pratique, nous n'allons pas commettre ce genre d'erreur de façon aussi explicite. Souvent, c'est par calcul, donc si nous obtenons les indus par calcul et que notre calcul est erroné, que nous allons aboutir à ce genre d'erreur. Nous n'allons pas les commettre en général de façon aussi explicite.
Autre erreur classique, l'accès avant construction. Donc en Java, si on souhaite accéder par l'indexation à un élément du tableau, il est impératif que le tableau ait été au préalable construit. Alors la construction d'un tableau peut se faire par exemple en indiquant directement les valeurs au moment de la déclaration du tableau, ce que l'on voit ici au niveau de cette instruction. Donc au moment où je déclare mon tableau, j'y mets un certain nombre de valeurs explicitement au moyen d'une affectation de cette nature-là. Donc évidemment ici, il existe, l'élément d'indice 0 existe bel et bien et il est possible d'y accéder. C'est tout à fait licite de procéder à ce genre d'accès à la case d'indice 0 du tableau. Par contre ici, j'ai une situation qui est un petit peu différente. Je déclare mon tableau, mais je ne construis pas le tableau. Donc je ne lui affecte pas de valeur initiale au moyen d'une affectation de cette nature, pas plus que je ne construis le tableau au moyen de ce second type d'instruction qui me permet de lui donner une taille initiale et d'allouer un certain nombre de cases pour ce tableau. Donc étant donné que je n'ai recours ni à cette possibilité ni à celle-ci, l'accès à une case du tableau est impossible. Donc ici, j'aurai une erreur. Donc ce qui me manque au niveau de cette instruction est d'avoir construit le tableau au préalable, ce que je peux faire par une tournure de cette nature-là, et à ce moment-là, le problème est résolu et je n'ai plus de problème d'accès avant construction.